Ce soir, alors, on va, dans un premier temps, définir ce qui est, c'est très contemporain, c'est promis, on n'a rien fait, hein, pour que ce soit contemporain. Donc on va parler de la sédentarité, définir ce que c'est, voir les risques, liés à la sédentarité. Heu, Ensuite, on fera la même chose avec l'obésité, et enfin, vraiment voir les liens que ou les risques là et les liens qu'on peut avoir entre sédentarité, obésité. Enfin, en fin de présentation, on verra, les recommandations d'activité physique. Il faut que j'enlève le S, parce que c'est pas sportif, c'est bien d'activité physique et vous allez voir que sur, l'aspect, sédentarité, il y a pas grand chose. En tout cas pour, il y a des choses pour améliorer la santé, donc on définira aussi, ce qu'est la santé. Bon, alors prenons la définition du dictionnaire, pour, définir ce qu'est la sédentarité ou l'état sédentaire, hein. Donc sédentarité, c'est fixé en un lieu, heu, ça veut dire que, bah, vous avez un domicile. Félicitations, merci. En revanche, si on regarde vraiment la notion d'étymologie là d'être sédentaire, ça veut dire être assis. Et c'est vraiment cette notion-là, qui finalement définit la sédentarité actuellement et heu, le a un impact potentiellement sur la santé. Donc l'OMS nous dit, que, la sédentarité, c'est le moment dans votre vie où, pendant le temps d'éveil, vous avez une dépense énergétique proche de l'état, de repos. D'accord? Donc le temps passé assis. Aujourd'hui, donc là, ça fait presque une dizaine d'années, il faudrait plus utiliser le mot sédentarité et plutôt le terme de comportement sédentaire. Parce que vous allez voir comment est-ce qu'on évalue la sédentarité, ça veut dire qu'on l'est tous. Si on prend les critères d'évaluation de la sédentarité de l'OMS. Parce que c'est simplement le temps passé assis. Donc comptez le temps sur la journée passé assis, vous serez surpris de voir que finalement, même vous, éducateur sportif, vous êtes sédentaire. Donc il faut plus avoir la notion de comportement sédentaire et après on va évaluer les différents types de comportements modérément sédentaires, de manière importante et extrêmement importante. OK. Alors définissons la santé, donc dans le dictionnaire, c'est un mot synonyme, c'est plutôt sujet sain. Et puis on voit que c'est vraiment le bon fonctionnement de l'organisme, par opposition à la mauvaise santé. Et je pense que alors, bah, c'est limite philosophique, hein, si on prend la définition de ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, elle définit la santé comme un état de bien-être physique, mental, social et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça veut dire que, sans parler de sédentarité, on peut dire actuellement avec ce qu'on a vécu, bah, il n'y a pas forcément un bien-être social et mental important ou alors physique probablement, hein, en tout cas vous, mais le fait de se désociabiliser et je fais référence à notamment François Carré, hein, c'est un cardiologue, en l'occurrence, qui aujourd'hui, discute un peu, là, ce qu'on a vécu avec, les différents confinements, d'un point de vue santé et au regard de la définition de que dit l'OMS. Donc cette définition, ça fait plus de 70 ans qu'elle existe, parce que c'est, lors de la constitution de l'OMS qui a défini cette terminologie santé. Alors l'OMS s'intéresse à la sédentarité parce que c'est un problème de santé publique, à l'échelle du monde, alors particulièrement le monde occidental, mais pas que. Selon l'OMS en 2008, on verra que ce chiffre va évoluer, hein, il y avait, environ 3 millions de malades, pardon, 3 millions de morts directement liés aux effets de la sédentarité. Donc c'est un problème de santé publique majeur depuis, 2008. On verra que ce chiffre va évoluer, tend vers, l'augmentation de manière importante. En 2008, l'OMS nous dit qu'il y a une prévalence de la sédentarité de manière très importante chez l'homme et la femme, alors un peu plus importante chez l'homme, je sais pas, plus important chez la femme, pardonnez-moi, principalement en Occident. Alors en 2008, il y avait une faible, prévalence, de la sédentarité en Asie. Là, aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, on peut voir que, en Asie, en tout cas particulièrement en Chine, le mode de vie a changé. Donc, c'est probablement pas les bons chiffres là de la prévalence. Juste pour rappel, hein, la prévalence versus, l'incidence. La prévalence, c'est le nombre de malades
qu'il y a en plus par jour. Donc là, par jour, par semaine, par mois, par an. Donc, et l'incidence, c'est le nombre total de malades ou de personnes concernées. Donc, ce que l'OMS nous dit, c'est qu'il y a en 2008 3 millions de décès liés à l'augmentation de la sédentarité et que le nombre de sédentaires augmente tous les ans de 50%. Donc, si on suit un peu, on fait un peu une exponentielle de cet état des lieux dramatique, potentiellement, nous sommes tous sédentaires et nous allons tous mourir de ça. Formidable. Ça rend joyeux. Alors, on peut définir la sédentarité par un autre aspect qu'on va appeler l'inactivité physique. Alors, vous vous rappelez, j'ai évoqué tout à l'heure le comportement sédentaire. Donc, le comportement sédentaire est opposé aujourd'hui à la sédentarité parce que la sédentarité, c'est le temps passé assis. Et le comportement sédentaire, c'est quel est le niveau d'activité physique en plus de ce temps passé assis. Donc ça fait référence notamment à certaines publics qui sont sorties, là j'ai mis la première, hein, qui dort des années 2000, qui dit qu'aux États-Unis, l'association, sur un an, hein, exclusivement aux États-Unis, l'association inactivité physique et mauvaise alimentation est responsable de 300 000 décès qui auraient pu être évités en modifiant soit l'alimentation, soit en mettant les gens à l'activité. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on sait que le niveau d'activité physique est prédicteur de mortalité. Alors aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais que le niveau d'activité physique, et particulièrement la consommation maximale d'oxygène, est prédicteur de mortalité. Alors, parlons de la consommation maximale d'oxygène. C'est une étude là, qui a été menée chez des patients cardiaques très fragiles, qui a presque plus de 30 ans maintenant. Et on peut dire que ce qu'on observe il y a 30 ans chez le patient cardiaque fragile, on constate la même chose. Alors, j'ai pas remis la publi, j'aurais peut-être dû. La même chose chez la population générale versus le sportif de haut niveau. Alors, comment lire ça, ce graphique? On peut lire ici le nombre de gens qui vont survivre. Désolé, c'est des études de médecine où on compte les morts. Ici, le nombre de mois liés à la survie. Et vous voyez ici le niveau de consommation maximale d'oxygène. Donc, sur ce graphique, on voit que les patients qui ont un niveau de consommation maximale à 10 millilitres et minutes kilo ou moins ont une chance de survie de moins de 30%. Ça veut dire qu'au bout d'un an, les patients qui ont des très faibles consommations maximales d'oxygène vont mourir, dans une proportion de 70%. On voit en revanche qu'une consommation maximale d'oxygène à 18 millilitres minute kilo ou au-delà préserve la vie. Alors, je vous ai donné des chiffres. 10 millilitres minute kilo, c'est des gens qui, quand ils essayent de faire le test de marche 6 minutes, vous et moi, on fait le test de marche 6 minutes, on est capable de marcher de manière maximale en 6 minutes sans courir, entre 450 et 650 mètres. Eux, typiquement, ils vont marcher même pas 100 mètres en 6 minutes. Ils vont être obligés de faire des pauses. Ils sont dans l'incapacité de monter un étage en 10 minutes. Donc, on parle de personnes qui sont quand même très fragiles. Hein. En revanche, des patients qui ont une consommation maximale d'oxygène à 18 minutes kilo ou plus préservent la vie à 1 an. Alors c'est formidable. Quel est le niveau de consommation maximale d'oxygène du sujet sédentaire? Le sujet sédentaire, entre 30 et 40 ans, il a un niveau de consommation qui tourne aux alentours de 30 à 40 millilitres minutes par kilo. Et 40, il est actif. Alors, je n'ai pas une étude, mais là, je vais évoquer, je crois qu'elle date de 2013 ou 2014, à je fais référence là. C'était c'était essayer de comprendre pourquoi les sportifs de haut niveau, malgré le dopage, vivaient statistiquement 7 ans de plus qu'une population sédentaire. La publi, elle conclut en disant que la seule explication logique, physiologique, c'est la différence de consommation maximale d'oxygène. Et cette simple différence d'augmentation de consommation maximale d'oxygène fait que le sportif de haut niveau vit statistiquement 6 à 7 ans plus que le sujet non sportif de haut niveau avec un niveau d'activité physique dans la moyenne. Donc ça veut dire que nous,
hein, en tant qu'éducateur sportif, notre boulot, c'est de maintenir le niveau ou d'élever le niveau de VO2 max et de préserver la vie. Ok, donc, dans les études qui présentent en disant l'inactivité physique est responsable de la mortalité de manière indirecte, on parle de ça. On parle du fait que le niveau de VO2 max baisse et qu'après, les niveaux de sédentarité font augmenter le risque cardiovasculaire principal. Donc la sédentarité, je ne l'ai pas forcément évoqué. Si je l'ai dit, on dit qu'on évalue ça avec le temps passé assis. On compte le nombre de temps passé assis éveillé par minute. On considère que si vous êtes adulte et que vous avez entre 3h30 et 4h30 de temps passé assis, vous êtes sédentaire. Amusez-vous à faire le calcul, même en tant qu'éducateur sportif. En moyenne, vous passez assis à table 1h à 1h10. Et puis, mettons que le temps d'écran, le temps passé dans les transports, dans la voiture, on est vite à 3h30, 4h. Que ce niveau de sédentarité chez les enfants et les adolescents, c'est au-delà de 2 heures. Et que chez les publics plus âgés, c'est 3 heures et au-delà. Donc ça veut dire que nous sommes tous sédentaires. Donc là, l'ONAPS, donc c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, nous dit, évalue le niveau de sédentarité chez l'adulte, 18 à 65 ans, avec un niveau faible, moins de 3 heures assis, de modéré de 3 heures à 7 heures et très élevé de 7 heures et au-delà. Vos clients qui sont dans les salles de remise en forme, qui travaillent dans des bureaux, faites le compte, vous verrez qu'ils sont quasiment tous ici. En quoi c'est problématique et dramatique? C'est que ça a des conséquences importantes sur le vieillissement de système cardiovasculaire. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu. Alors, la Fédération française de cardiologie, elle a utilisé une étude faite en 2008, parue en 2012 dans The Lancet, et elle a fait, donc c'est sur son site actuellement aujourd'hui, un titre très putaclic en disant que la sédentarité, ça tuait aujourd'hui autant que le tabac dans le monde, voire légèrement plus. Et que l'évolution du niveau la baisse de l'activité physique allait probablement amener dans les années à venir à avoir une augmentation du décès lié à l'inactivité physique et donc à la sédentarité qui allait largement dépasser les morts du tabac. Alors, je trouve que c'est très putaclic, mais en même temps, on a une telle campagne de lutte contre le tabac aujourd'hui, en taxant, puis en ayant des publicités anglophones principalement très agressives et choquantes. Par contre, personne parle du niveau de sédentarité et de l'élévation de la mortalité à cause de ça. Ce que la Fédé nous dit, c'est que le fait d'être inactif augmente le risque de FDRCV, un facteur de risque cardiovasculaire. Cette augmentation, elle est causée principalement par deux paramètres. Je parlerai que des deux premiers là, de l'élévation de l'hypertension artérielle et de l'élévation du diabète. Le problème de ces deux types de maladies, c'est qu'elles sont silencieuses et que tant qu'on n'a pas consulté, tant qu'on n'a pas fait des examens un peu plus poussés, on n'est pas diagnostiqué. Et c'est ça qui est mortel. La Fédé nous dit, Fédé Cardio nous dit qu'il y a un lien très fort, une corrélation très forte et très vraie entre un mode de vie sédentaire et plutôt inactif physiquement et l'épidémie de surpoids et d'obésité face auquel on est. On souligne également, donc, on a évoqué les risques de maladies cardiovasculaires, on a évoqué le risque de diabète grâce à type 2. On peut noter également une augmentation importante du nombre de cancers par rapport à la faible niveau d'activité physique et de dépression. On verra ensuite les liens là qui entre la sédentarité et l'obésité. Pour définir l'obésité, reprenons ce que dit dans un premier temps l'OMS, c'est une maladie chronique. C'est pas que poser la fourchette, donc c'est une maladie chronique qui se caractérise par l'accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé qu'on avait définie tout à l'heure. L'INSERM nous dit que cette accumulation de graisse a des inconvénients, réduit l'espérance de vie et modifie le métabolisme lipidique et le métabolisme du sujet en surpoids ou obèse, plutôt obèse.
Donc, on peut dire que c'est une maladie chronique qui tend à devenir inflammatoire et que si je n'ai pas une modification importante du mode de vie, cette inflammation, elle restera tout le temps. La particularité du sujet obèse, c'est qu'une fois qu'il est obèse, donc, il a créé beaucoup de cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes. Et la particularité de cette création, c'est qu'elle ne se part jamais. Ça veut dire qu'un sujet obèse, même s'il perd du poids, il aura une bien plus facilité ou bien plus grande chance de quoi qu'il fasse reprendre du poids. Donc ça veut dire que lutter contre l'obésité, enfin, en tout cas faire perdre du poids aux gens, c'est très bien, mais prévenir de l'obésité, en évitant que les gens prennent trop de poids, ça rendra encore plus facile la perte de poids. Il n'y aura pas de poids à perdre. Donc, on peut définir que c'est une maladie inflammatoire qui se caractérise par l'accumulation de graisse et qui altère le fonctionnement de l'organisme et du métabolisme, qui fait qu'il y a de plus en plus d'adipocytes. Cette épidémie, elle a triplé, ce n'était pas depuis aujourd'hui, parce que l'OMS a arrêté ses chiffres en 2011, c'était il y a 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fait de nouveau x2? Est-ce que ça a fait x4 ou x5? Ils avaient 75. J'ai pas la réponse. En tout cas, ça a triplé de manière exponentielle. Comment est-ce qu'on y évalue l'obésité? Alors, c'est très critiqué. L'IMC, justement, on va le critiquer, on va en discuter. Donc, c'est Adolphe Quintelet qui est le premier à utiliser l'indice de masse corporelle pour l'IMC. L'indice de masse corporelle, c'est votre poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Et il a classé les gens là en fonction de ce qu'ils étaient, leur niveau d'IMC, donc il n'y a pas de valeur, hein, c'est un indice, hein, en fonction de la dénutrition à l'obésité massive. L'ancien nom de l'obésité massive, c'est obésité morbide. Ça, vous avez probablement vu. Ce qu'on peut dire, donc pourquoi je vous présente, même si c'est quand même un indice qui est très critiqué, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas fiable pour vous évaluer vous, c'est pas fiable pour évaluer vos clients. En revanche, pour évaluer le niveau d'une population, le niveau d'obésité et de surpoids d'une population, on n'a pas trouvé aujourd'hui plus fiable, parce que c'est pas cher. La Haute Autorité de Santé nous dit que si on veut utiliser l'IMC, il faut deux choses. La première, c'est mesurer le tour de taille. Et que si le tour de taille est chez les hommes, vous le voyez, moins de 94, chez les femmes, moins de 80, on peut faire euh, euh, ne pas confiance à l'IMC. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une IMC à 40 et un tour de taille inférieur à 94 chez l'homme, ne croyez pas à l'IMC. Si vous avez un IMC à 40 et que vous avez un tour de taille chez l'homme qui a 130, bon, on a confiance en l'IMC. C'est vraiment l'utilisation que vous devez avoir de cet outil pour un individu donné. Et moi, je rajouterai à ça, donc c'est pas une recommandation, je rajouterai à ça un peu l'histoire de votre client, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est arrivé à ce point-là. Parce que si, je prends l'exemple, hein, vous avez un client qui est rugbyman, qui a 3 ou 4 séances de rugby par semaine sans les matchs et qui pèse 140 kg, eh bien, est-ce que l'obésité et le tour de taille, c'est le meilleur des indicateurs pour voir son état de santé? Probablement pas. Et donc, ça veut dire que c'est bien cet outil, l'IMC, associé au tour de taille, et puis avec un peu l'histoire un peu de son arrivée au surpoids et de son vécu d'activité physique, qui permettra de vous dire, est-ce que j'ai confiance en l'IMC? Est-ce que j'ai modérément ou est-ce que j'ai pas du tout confiance en cet outil? Alors, pour voir l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde, on utilise cet outil. C'est un bon prédicteur d'un point de vue épidémiologique de pouvoir l'évolution du poids par rapport à la taille d'une population. Bon, vous voyez la carte, elle a vraiment drôlement changé de couleur. On avait un niveau d'obésité qui tournait entre 8 et 10% avant 2000. Il y a 10 ans, et j'ai pas d'autres diapos parce que c'est stable depuis 10 ans, on a un niveau d'obésité qui, à l'échelle du pays, est aux alentours de 16%. Alors, au-delà, dans les régions qui sont plutôt rouges, et puis en dessous, dans les régions plutôt du sud ou l'Île-de-France. Alors, cette diapo est exprimée en pourcentage. Vous allez voir que
alors, les chiffres sont faux. Ou en tout cas, le mode de calcul n'est pas le même que utilisé par, ici c'était l'INSERM, et on verra après le mode de calcul utilisé par l'OMS, et entre l'OMS, la plaque d'après, qui date de 2011 et la 2014, c'est pas possible d'avoir une telle évolution de cette épidémie. En tout cas, cette carte, elle nous donne un peu la photo de ce qui se passe en Europe sur l'étendue de cette épidémie d'obésité. Je vous invite à lire cette carte en disant pas que vis-à-vis des autres populations européennes, nous sommes moins obèses, moins gros que les autres, ou meilleurs, mais juste qu'il y a meilleur, et puis il y a bien mais moins bon que nous, donc finalement, on est parmi les moins mauvais. Rappelez-vous ce qu'on a évoqué, c'est que si on prend les chiffres de l'OMS, il y a une prévalence en 2008 de 50% d'augmentation d'obésité tous les ans. Donc c'est colossal. Ça veut dire que finalement, si on ne lutte pas contre cette épidémie naissante en changeant les comportements, bah, on le fera tous. Ou pas. C'est ça la plaque de l'OMS qui date de 2011, qui faisait le reflet du niveau d'obésité à l'échelle du monde. Bon, on peut dire que les meilleurs, bah, c'est en Afrique. En même temps, ils n'ont pas à manger. Qu'en 2011, en dessous, là, le continent asiatique avec l'Inde étaient les meilleurs. Probablement que là, ici, en Chine, il s'est passé quelque chose depuis 10 ans. J'en suis même certain. Est-ce que ça a changé de couleur ou est-ce que c'est plus proche de 10 que de 0? Ouais, je ne sais pas. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on parle du paradoxe français dans ce chiffre-là, parce que parmi les pays européens qui nous entourent, on voit l'Italie, le Benelux ici, hein, que finalement, nous sommes dans le continent européen, en tout cas dans l'Union européenne, on fait partie des pays qui sommes le moins touchés par cette épidémie. Alors, on parle de paradoxe français, parce que le mode de vie, parce que bien picolé, parce qu'on fait la fête, mais si on regarde le niveau d'obésité par rapport aux autres, eh bien beaucoup moins. On ne peut pas s'empêcher de regarder à la gauche là, sur ce qui se passe aux États-Unis, ici, au Canada et puis au Mexique, de voir que là, il y a plus de 30% de la population nord-américaine qui est dans l'état de surpoids ou obèse. 30% de la population, c'est dramatique, immense. Ils sont, de mémoire, 350 millions d'Américains, je vous laisse faire le calcul, ça fait 100 millions d'Américains qui sont surpoids ou obèses. C'est colossal. Pourquoi est-ce que l'obésité est une épidémie dramatique? Selon l'OMS, elle serait responsable de quasiment 3 millions de décès dans le monde par la très forte augmentation du diabète, des maladies cardiovasculaires. Donc c'est bien l'obésité, l'association obésité et sédentarité, qui les deux associés là, est pourvoyeur d'un très fort taux de diabète, d'un très fort taux de maladies cardiaques et cardiovasculaires. Alors quel est le lien entre eux? Il faut qu'on parle dans un premier temps de ce qu'est le prédiabète, puis après on parlera du syndrome métabolique, hein, qui est que le prédiabète, c'est l'un des facteurs d'évaluation de ce syndrome. Le prédiabète, c'est le moment dans votre vie où, je dis vous, c'est le moment dans votre vie où ça fait peut-être une dizaine d'années que vous n'avez pas une activité physique régulière, ça fait peut-être une dizaine d'années que vous mangez un peu trop sucré, que vous grignotez, et que vous avez, au regard de la glycémie normale qui est en dessous de 1,1 g par litre de sang ou 1,06 g par litre de sang, vous êtes au-dessus, et puis vous êtes en dessous de la norme d'il y a une dizaine d'années qui était 1,26 g par litre de sang. Donc le fait d'être entre ces deux valeurs, on n'a pas inventé une maladie, on a déterminé que ce seuil de glycémie entre 1,1 g par litre de sang et 1,26 g par litre de sang était une glycémie qui était suffisamment élevée pour déjà causer des troubles que cause le diabète et dans le cadre de l'hyperglycémie. Et que l'augmentation de ce risque avait une augmentation importante de risque cardiovasculaire. Le prédiabète, c'est la maladie diabétique qui, par essence, si le sujet change sa vie, qu'il arrête de faire n'importe quoi avec l'alimentation,
qui se met à avoir une activité physique suffisante, quasi quotidienne, comme ce que nous devrions faire en tant qu'être humain, redeviendra sujet sain. Donc ça veut bien dire que c'est le début du diabète avec le début d'installation, et que si c'est pris suffisamment tôt, il y a un retour en arrière possible. Ça veut dire que dans le cas du type de diabète de type 2, la majorité des cas diabétiques de type 2 ne reviendront pas en arrière. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est relativement rare. Parlons du syndrome métabolique, parce que c'est l'un des liens aussi importants, et ce syndrome métabolique, il a été défini dans les années 2010, vraiment clairement, et c'est l'association d'un début de dysfonctionnement du métabolisme des lipides, donc, avec ce qu'on avait dit sur la définition de l'obésité, hein, altération physiologique du système du métabolisme des lipides, avec un marqueur inflammatoire là, qui est le niveau de cholestérol, un marqueur du tour de taille, des triglycérides anormalement élevés, et puis ici, là, vous êtes prédiabétique, avec ce qu'on a défini tout à l'heure, une glycémie comprise entre 1,1 g de litre de glucose par litre de sang et 1,26 g de glucose par litre de sang. Et également une pression artérielle qui est qui est normale haute, mais qui n'est pas considérée comme une hypertension. Je vous rappelle, l'hypertension, l'OMS donne des recommandations en disant que c'est 140-90 mm de mercure. Et là, vous voyez que la pression, dans le cas du syndrome, c'est aux alentours de 135 mm de mercure et pour la systole et 85 mm de mercure pour la diastole. Vous êtes atteint de ce syndrome quand vous avez au moins 3 des 5 cas évoqués. Donc 3 des 5 là, facteurs voilà, évoqués. Donc si vous avez 3 et plus de ces facteurs évoqués, vos clients sont syndrome métabolique. Alors si je dresse la caricature et la caricature de ce client-là, vous n'avez même pas besoin forcément de le tester. C'est le client qui a 40-45 ans, bon vivant, une bonne petite bedaine, il ne voit plus ses pieds, je ne dirais pas ce qu'il ne voit pas d'autre, une bedaine sur laquelle il peut poser le demi dessus, le demi sur le ventre. Ça, et pas d'activité physique depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et plutôt sédentaire, qui n'a pas, je l'ai évoqué, à pratiquer une activité régulière depuis très longtemps. Ça, c'est une bombe à retardement. Voilà, le syndrome métabolique, c'est nous dire que c'est une bombe à retardement d'un point de vue obésité, c'est une bombe à retardement d'un point de vue cardiovasculaire, ici là, c'est une bombe à retardement d'un point de vue diabétique. Dans cet état-là, il est possible, avec une activité physique régulière, de redescendre des valeurs de pression artérielle, de redescendre une glycémie et de perdre un peu de poids. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité physique? Et on parle des bienfaits. Donc l'activité physique régulière, on parle d'adapter, hein, la notion d'adaptation là, elle est vraiment, pour le sédentaire, très floue, très vague. Elle est plus précise, vous verrez, quand on parlera de l'activité physique recommandée pour la perte de poids. Donc l'OMS nous dit que l'activité physique régulière réduit l'ensemble du risque d'un point de vue vasculaire, d'hypertension, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, que ça améliore la densité minérale osseuse et que ça lutte contre l'ostéoporose, et enfin, que ça augmente la dépense énergétique et que ça permet, de perdre du poids et surtout d'éviter d'en prendre. L'ANS nous dit la même chose. Elle parle également, elle, du sport. Alors, il faut vraiment que vous fassiez la distinction parce que vous n'êtes pas sportif, je ne suis pas sportif. Nous sommes pratiquants d'activité physique. En fait, dans le droit français, vous êtes sportif dans la mesure où vous êtes c'est adhérent, mais affilié, voilà ça, auprès d'une fédération délégataire et vous pratiquez un sport de compétition. C'est un cadre très précis, cette notion de sportif. Donc l'ANES dit que l'activité physique professionnelle et le sport, ça sous-entend encadré d'un point de vue fédéral, participerait à réduire les effets dramatiques de ce qu'est la sédentarité.
Elle nous dit que donc l'ANS, hein, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail. Donc c'est pour ça qu'elle parle de ça dans le cadre de l'activité professionnelle. Elle nous dit que peut-être des acteurs professionnels seraient partie prenante à ça. Je prends l'exemple de Google qui, sur l'open space, par exemple, il y a des vélos où il y a des moments où il y a une heure quasiment par jour, une demi-heure par jour, où le salarié est rémunéré pour avoir une pratique d'activité physique, quel qu'il soit de son choix en tout cas. Donc l'ANS reprend ce que dit l'OMS, hein, que ça améliore la santé. Elle précise en revanche que les activités physiques bénéfiques, et là nous sommes carrément et pleinement concernés, ça serait de l'endurance, élever le VO2 max, faire de la musculation, élever le niveau de force et maintenir le niveau de souplesse. Ça, c'est exactement les activités qu'on retrouve sur notre secteur. Ça veut dire que nous sommes dans ce cadre-là et nous participons de manière indirecte à réduire ce niveau d'activité physique et à l'amélioration de la santé générale. Qu'est-ce que nous dit l'OMS pour lutter contre la sédentarité? C'est une campagne que vous avez probablement déjà entendue avec le PPNM, le Plan National de Nutrition Santé, qui passe en boucle à la télévision, même à la radio, avec le éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et puis, en tout petit, vous voyez défiler très vite et évoquer très vite le 30 minutes d'activité quotidienne. Alors, parlons de ça. Parce que les 30 minutes d'activité quotidienne, vous êtes d'accord, vous et moi, que c'est pas parce que je vais marcher une demi-heure tous les jours que je vais perdre du poids, que je vais élever le niveau de force, parce que c'est pas assez intense, que je vais élever vos max parce que c'est pas assez intense. Ce qu'il faut comprendre dans ces recommandations, c'est que ces 30 minutes de marche, 30 minutes de marche, pour vous donner une indication, c'est 40% de VO2 max. Que ces 30 minutes de marche, ces 30 minutes qui permettent de lutter contre les effets délétères de la sédentarité et d'une activité physique. Ça ne veut pas dire qu'on va améliorer le niveau de condition physique, ça veut dire que c'est la dose minimale que l'homme, avec un grand H, doit faire pour ne pas tomber malade. En dessous de cette durée, nous ne sommes pas protégés contre les effets de la sédentarité. Au-delà, qui peut plus peu moins. Donc, dites-vous que 30 minutes d'activité modérée, c'est le minimum sur la journée. Alors, l'OMS nous dit que ces 30 minutes d'activité, elle parle d'activité intermittente. Ce n'est pas de l'intermittent comme vous et moi, on connaît et on pratique. C'est une activité intermittente où l'objectif, c'est de cumuler 30 minutes et d'essayer d'avoir au moins 5 minutes d'activité. Donc, l'OMS, quand elle parle dans cette recommandation d'avoir 30 minutes d'activité intermittente, c'est le minimum 6 fois 30 minutes. 6 fois 5 minutes, pardon. 6 fois 5 minutes. L'OMS nous dit qu'il est possible d'avoir des activités intenses, très soutenues, et que dans le cas d'activités intenses, très soutenues, on pourrait avoir que 3 jours par semaine, de une demi-heure à 25 minutes d'activité élevée. Mais elle dit ça, mais elle n'interdit pas, les jours où je n'ai pas d'activité élevée, d'avoir le minimum de 30 minutes par jour d'activité modérée. Ce que je dois vous dire avant de parler des enfants et des adolescents, c'est que la notion qui a été très à la mode, qui aujourd'hui l'est un peu moins, de 10 000 pas par jour, est tombée du ciel, n'a aucun fondement, ou n'est sorti de aucun recherche ou publication. En revanche, le fait de faire 10 000 pas par jour, en marchant 10 000 par jour, vous avez au moins marché 30 minutes. Donc on peut faire ce lien-là, mais dire qu'il faut marcher 10 000 pas par jour, ça vient de nulle part. Okay. Et puis, il n'y a pas forcément besoin, pour élever la dépense d'énergie, de marcher. Faire ses courses, faire le ménage, faire du bricolage, en tout cas, toute activité qui va élever votre dépense énergétique par rapport à l'état de repos sera considérée comme une activité physique. Alors, en ce qui concerne la perte de poids, il y a quand même beaucoup plus de recommandations qui sont très claires. Donc, j'ai fait la synthèse, j'ai utilisé principalement les recommandations de l'American College. J'ai quand même nuancé avec ce que dit l'OMS. Parce qu'en nuance, donc l'OMS et la Haute Autorité de Santé nous dit musculation, faites-en, débrouillez-vous. L'OMS,
nous dit ça, la série, je te dis. En revanche, l'American College nous dit que l'activité musculation, je vais vous faire bondir, est inefficace à court terme pour la perte de poids. En revanche, c'est un très bon outil à long terme. Donc ça veut dire que ça s'inscrit, l'exercice de musculation, forcément dans une démarche de long terme. Long terme, selon l'American College, c'est, ils disent pas la durée, l'American College dit que la perte de poids, la recommandation de perte de poids, c'est l'association de deux professionnels distincts, le professionnel de l'alimentation, donc, diète en France, médecin nutritionniste, le professionnel de l'activité physique. La recommandation, c'est d'avoir une restriction calorique d'environ, en fonction des sujets, 2000 calories semaine. 2000 calories semaine, ça fait quasiment 300 calories jour, à quelque chose près, de moins que ses besoins pour avoir un équilibre pondéral. D'autre part, d'élever la dépense énergétique grâce à l'activité physique, et que la dépense énergétique, il faudrait l'élever jusqu'à 2000 calories semaine. Donc, ça passe bien d'un déficit calorique qui est principalement causé par un faible à la journée, une faible baisse de l'alimentation à la journée et une importante augmentation de la dépense énergétique. Donc ça, selon l'OMS, c'est la recette pour avoir une perte de poids à long terme. Et pourquoi ils parlent du long terme? C'est qu'ils indiquent, là, dans la méta-analyse qu'ils ont sortie en 2009, qu'une perte de poids bien conduite se traduit par une perte de poids de 1 à 4 kilos par semaine. Je le redis, une perte de poids bien conduite se traduit par une perte de poids de 1 à 4 kilos par semaine. Il dit ça pour la simple raison, c'est que si elle est bien conduite, quoi que vous fassiez, si elle est bien conduite, vos clients perdront environ 200 à 300 grammes de graisse, de muscle par kilo perdu, et environ 700 à 800 grammes de muscle par kilo de graisse par kilo perdu, et environ 200 à 300 grammes de muscle par kilo perdu. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez, si la perte de poids est bien menée, ils perdront du muscle. Et si la perte de poids est plus rapide, ils ne perdront pas plus de graisse, ils perdront du muscle. Okay. Donc ça veut dire que la musculation ne sert pas à gagner, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est possible, elle sert à maintenir. Elle sert à maintenir un capital musculaire. L'OMS nous dit qu'il faut faire de la musculation avec une intensité modérée. L'American College nous dit qu'en fonction du niveau, si vous voulez faire de la force, vous pouvez. Que ce qui est efficace, c'est la musculation. Okay, donc c'est pour ça que j'ai mis une nuance là, ici, j'ai mis le panel de charge plutôt cible de l'hypertrophie, parce que j'ai nuancé ce que dit l'American College et ce que dit l'OMS. Des séances exclusivement full body, si c'est 2 fois, et puis si on augmente à 4 fois semaine, peut-être pourquoi pas faire un speed. Sur l'activité d'endurance, il n'y a pas forcément de consensus sur la durée et l'intensité. La durée doit se situer entre 75 minutes et 300 minutes d'exercice. Et puis, si c'est plutôt 300 minutes, c'est plutôt les activités modérées. 300 minutes, c'est 1 heure par jour, en fait. 150, c'est une demi-heure par jour. Ça reprend ce que disait l'OMS sur une minute de marche par jour. Et si c'est des activités extrêmement élevées, avec des sprints intermittents notamment, il est possible de diminuer l'intensité, pardon, de diminuer la durée. Vous avez vu que je n'ai pas mis forcément des panels d'intensité très précis. L'OMS n'en met pas, l'HS n'en met pas, l'American College en met. Okay. Donc ça veut dire que notre prescription d'activité physique doit contenir de la musculation avec des charges qui vont de 50% à 100% du RM. Que ce qu'il faudrait, c'était faire des séries plutôt longues pour prévenir la baisse de masse musculaire, et que sur les activités d'endurance, c'est ce que vous voulez, un panel d'intensité et de durée, dans la mesure où c'est au minimum 75 minutes, et que c'est quelque part une durée comprise entre 75 minutes et 300 minutes. Pour aller plus loin, je crois que j'ai déjà présenté quasiment à chaque fois, c'est quasiment les bouquins de chevet. Donc c'est des bouquins de physio. Dedans, vous aurez le fonctionnement du métabolisme des lipides,
plein de clés de compréhension sur le sujet obèse. Et puis, donc ces 2 livres-là, sur la prescription de l'activité physique, un en anglais, et si vous n'êtes pas anglophone, un en français. Alors je crois que maintenant il y a une 3e édition de ce livre-là. Soyez pas surpris, des fois il y a des terminologies un peu vieillissantes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traduites de l'anglais, et il suffit que les traducteurs voilà, soient pas forcément hyper bons sur certaines traductions. Il y a parfois des abus de langage. Voilà. Par exemple, on parle encore d'acide lactique dans ce bouquin. Donc, il ne faut pas forcément se fier à prendre ce qu'il y a dedans comme vérité physiologique, mais par contre, en termes de vérité de prise en charge, c'est un très bon outil. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. On avait dit 10 minutes de questions. Si vous êtes d'accord et si Jackie peut, pourquoi pas faire un quart d'heure comme ce qu'on avait prévu et pas forcément raccourcir le nombre de questions. Je vous remercie. Merci JB pour cette intervention. Pas trop de questions pour l'instant, mis à part effectivement les 10 000 pas. Une personne a rebondi dessus en disant qu'elle avait assisté à une émission de télé. Effectivement, il parlait de 5 000 qui était très bien, 5 000 pas hebdomadaires. Donc effectivement, si ce n'est pas fondé à la base, ça me semble un peu compliqué. Ouais, après, je tape un peu fort là. Mais en fait, on regarde la bibliographie, il n'y a rien qui évoque ça. Effectivement, il y a la durée, ce que dit l'OMS. C'est plutôt une durée associée à une intensité. Mais si quand vous marchez là, et que vous pouvez parler avec votre voisin, votre voisine, vous êtes à environ 40% de VO2 max, et 40% de VO2 max, et, vous êtes sédentaire, vous marchez à 4 heures, vous n'êtes pas sédentaire, vous marchez à 5-6, 5-6, vous avez quand même fait 3 km en une demi-heure. 3 km, vous avez fait 10 000 pas. Par contre, vous marchez à 4 heures, vous ne les avez pas fait. Donc, est-ce que c'est vraiment 10 000 pas? En tout cas, c'est peut-être un indicateur pour être sûr que j'ai fait mes 30 minutes sur la journée, mais c'est pas le fait d'avoir fait 10 000 pas qui est. En tout cas, c'est pas ce qui ressort du tout, et ça n'a pas du tout été évoqué dans la bibliographie. En tout cas, si vous faites un peu de veille, vous allez trouver des émissions de télé, bien sûr, hein, dans le journal Le Monde, IB, n'importe quel journal, mais après, dans de la bibliographie médicale ou scientifique, ça ne ressort pas si clairement que ça. Autre question, l'activité peut-elle permettre de compenser la sédentarité? Heureusement. Je pense qu'on en a l'exemple. Hein. On a un comportement sédentaire, on passe en moyenne, tout en cumulé, assis dans les transports, à table, devant le téléphone. On a un comportement modérément sédentaire, avec un temps passé assis entre 3 et 7 heures, selon le laps. Et puis tout va bien pour nous. Hein, tout va bien pour nous, parce que si vous regardez le niveau de votre niveau d'activité physique, en moyenne, vous avez 1 heure d'activité quotidienne. Et cette activité quotidienne, dedans, il y a un peu de musculation, un peu d'endurance, peut-être un peu de souplesse. Donc en fait, vous avez tout pour lutter contre ces effets de la sédentarité. En revanche, ce qu'on doit savoir, c'est que le niveau du temps passé assis, ça c'est mon avis, il est bien évidemment que quelqu'un qui passe plus de 7 heures assis, le 30 minutes par jour, c'est pas suffisant. Quelqu'un qui passe entre 4 et 7 heures assis, une demi-heure, peut-être que c'est tout juste. Quelqu'un qui passe moins de 3 heures assis, effectivement, peut-être que les 30 minutes, lui, ont des effets notables et permettent de lutter contre la sédentarité. Il n'y a pas de distinction aujourd'hui, c'est 30 minutes, mais il n'y a pas, si vous restez assis 7 heures, c'est 1 heure. Il n'y a pas cette distinction qui est faite dans les recommandations. Donc, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que oui, l'activité physique, musculation, endurance, souplesse, lutte contre les effets de la sédentarité, qu'il y a des intensités, on peut faire des intensités plus élevées, hein, mais que dans les recommandations, ce sont des intensités minimales, avec les durées minimales, pour un niveau de sédentarité ou un comportement sédentaire plutôt moyen. J'espère que je réponds à peu près à la question là. J'espère. C'est JP qui ne semble pas trop d'accord avec toi par rapport à sa lecture, mais de toute façon, je pense qu'on peut avoir des opinions. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est quoi sa vision? C'est intéressant. Non, parce que d'après sa lecture, je ne sais pas s'il
si JP, tu peux intervenir, mais il a lu des spécialistes qui disent qu'il fallait vraiment distinguer les deux fléaux et pas forcément les assembler. D'accord. Bah, Euh, je pense que là, on les distingue. Après, il y a des liens importants, hein, au niveau de l'activité ouais. physique et l'obésité. Voilà, il y a des liens très importants, hein. Mais Après, Jessica, une question à laquelle tu as déjà partiellement répondu, et je pense que c'est assez difficile, mais quelle serait la durée optimale finalement d'endurance par jour alors, selon mais je suis embêté, je sais pas. Si, alors en fait, je vais essayer de formuler une réponse. Et l'idée, ça serait au moins 30 minutes. Et puis, si le minimum, c'est 40, c'est-à-dire que si on arrive à proposer 40 minutes, pardon, 30 minutes à une intensité plus supérieure à 40% de VO2, ça peut être que bénéfique. Euh, Par contre, 30 minutes, dites-vous que c'est pour lutter contre les effets de la santé. Si vous avez un objectif de performance, il n'y a pas forcément, pour élever le VO2 max, il n'y a pas forcément besoin de faire très long. Si vous regardez les recommandations de perte de poids, là, c'est 75 minutes par semaine. 75 minutes par semaine, euh, ça fait 1 heure et quart d'endurance semaine. C'est dérisoire. Et si on le découpe en 3 séances, ça fait même pas tout juste 25 minutes. Donc, ça dépend également de l'intensité. Là, par rapport à la durée, c'est associer une durée et une intensité. On peut raccourcir la durée. Le prix de raccourcir la durée, c'est une intensité très élevée. J'espère que j'ai répondu à Jessica. Après, une question également, bon, c'est assez drôle parce que c'est souvent le cas, comment faire travailler du cardio à une personne qui est obèse sans forcément qu'elle se blesse au genou, parce qu'elle pourra déjà avoir des pâteaux de genoux et qui aurait de l'arthrose. Donc, Ok. voilà, ça marche Bon. sur les mains. Euh, bon, pas d'a priori. D'accord, dans un premier temps, c'est que s'il y a quelque chose, de l'arthrose, des douleurs, il faut en tenir compte. Okay, sinon, pas d'a priori. Okay, c'est pas parce qu'il est obèse qu'il a les genoux flingués. Pas du tout. C'est pas parce qu'il est obèse qu'il a un niveau de force ridicule. C'est pas parce qu'il est obèse qu'il a une mauvaise condition physique. C'est probable, je suis d'accord avec vous. Pas d'a priori. En revanche, s'il y a un état, dans l'exemple évoqué, une arthrose du genou, et ben, tout ce qui est non douloureux. Euh, c'est pas dit que la course à pied soit pas douloureuse. Si l'arthrose elle est, enfin, si elle est sur une partie d'un condyle fémoral et que c'est en flexion que c'est douloureux, bah, il y a peut-être des exercices de musculation qui seront délicats à mener et pas forcément la course à pied. Donc, s'il y a des attentes là, bah, plutôt privilégier les activités portées. Faut quand même être vigilant sur les activités trop portées, hein. Parce que sinon on perd les bénéfices sur certaines contraintes musculaires et surtout sur le maintien de la densité minérale osseuse. Parce que ce qui fait que nos os restent solides, c'est qu'ils subissent des contraintes. Et plus ils subissent des contraintes, plus on maintient ce capital osseux. Donc si vous avez un sujet obèse qui a une atteinte d'arthrose, il faut vraiment veiller, monitorer la douleur, parce que le fait de rien faire, potentiellement, ça peut aggraver l'arthrose. À cause de ce phénomène-là de dégénérescence musculaire sans forcément de dégénérescence osseuse, pardon, sans forcément aller jusqu'à l'ostéoporose. Mais en tout cas, on retrouve des mécanismes un peu similaires à cause de ça. Là, j'ai pas répondu. Question de Frédéric, y a-t-il dans la littérature des corrélations entre un état émotionnel, donc ça peut être dépression, charge mentale, etc., et obésité? Effectivement, c'est un sujet assez passionnant. Ouais, là, c'est chaud. Là. Alors, en fait, pas lié directement à l'obésité, mais lié aux troubles alimentaires, aux troubles du comportement alimentaire. Donc, 3 majoritaires, hein. L'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie polynique. C'est les 3 troubles mentaux identifiés. Est-ce que le stress a une atteinte sur l'un des troubles, voire sur 2 des troubles? Probablement. Et là, il y a des choses qui sont avérées. D'accord. Est-ce que je déprime, du coup je deviens obèse? Là, le lien est quand même un peu plus délicat à faire. Okay. Parce que ça vient d'un trouble mental psychique. Et alors, je tiens à dire que c'est largement sous-évalué, parce que les gens atteints soit d'anorexie, soit de boulimie, soit d'hyperphagie boulimique ne déclarent rien. Donc aujourd'hui, il y a des liens entre l'hyperphagie boulimique et l'obésité, oui.
Entre la boulimie et l'obésité, pas forcément si clair que ça. Bon, l'anorexie et l'extrême maigreur, oui, bien sûr, hein, mais parce qu'il y a une sous-déclaration de ce type de maladie. Donc je peux pas faire une réponse hyper formelle. Est-ce que je vais essayer de tenter une réponse là. Est-ce que le niveau de confinement qu'on a eu là, en étant totalement désociabilisé, dans l'attente de la santé définie par l'OMS, hein, par l'aspect santé mentale, favorise pas la dépression, favorise pas le comportement plutôt boulimique, et de là une obésité probablement. Mais tirer des liens aussi clairs que ça, ce ne serait pas très honnête de vous dire oui, mais c'est pas honnête de ne pas vous dire non. J'ai encore pas répondu. Est-ce que tu penses que le yoga ou le pilate, c'est assez pour lutter contre l'obésité et la sédentarité? Bon, alors, ce que j'en pense, on s'en fiche. En fait, ce qu'on regarde, c'est est-ce que le niveau de dépense énergétique il est supérieur par rapport à la position assise ou allongée? Oui. Donc, juste en ce sens-là, c'est une activité physique qui augmente la dépense énergétique et qui, de fait, qui fera perdre du poids. J'attire tout de même l'attention en disant que j'associe plutôt le pilate pardon, à de la musculation. Et que la musculation, eh bien, il y a des effets immédiats très faibles. Des effets à plus long terme, donc des effets à 6 mois, 1 an, notables, hein, sur la perte de poids, mais immédiatement, sur les 3 premiers mois, c'est faible. Donc ça veut dire que c'est des bons outils. Si des gens adhèrent à ça et adhèrent pas à de la musculation, eh bien pourquoi pas, mais il ne faut pas vendre du rêve en disant bah, tu vas faire de la musculation, tu vas devenir Schwarzenegger, tu vas perdre tout ton gras en 2 semaines. Parce que la stratégie perte de poids, rappelez-vous, c'est 1 à 4 kilos semaine, que si j'augmente ce 1 à 4 kilos semaine, alors, le premier mois ou les 2 premiers mois, si vous avez un sujet obèse, il peut perdre beaucoup, mais que si on modifie ou on accélère cette perte de poids, on risque de perdre plus de graisse par kilo, pardon, plus de muscles par kilo perdu, et pas forcément augmenter beaucoup le nombre de graisses par kilo perdu. Donc oui, alors yoga, bon, je pratique pas, donc ça dépend, je pense quel type de yoga c'est. Le pilates, je vois ce que c'est. J'aurais tendance à associer plutôt de la musculation, donc oui, mais peut-être pas dans un effet immédiat en tout cas. Une dernière question, donc pour essayer de… Isabelle dit, a-t-on observé une réelle différence, alors je pense que c'est lié à l'activité, hein, sur les incidences avec un abaissement de taux recommandé sur l'hypertension, sur le diabète, etc. Alors, Si j'interprète, c'est lié à l'activité, je suppose. je suis pas sûr de comprendre. Euh, Je ne sais pas, Isabelle, peut-être que vous pouvez intervenir, hein. Il n'y a pas de problème si vous voulez mettre… ouais, Oui. je sais pas, je sais pas. Non, c'est par rapport aux taux qui sont recommandés. En fait, on a vu les abaissements des taux Ok, d'hypertension, d'accord. de Oui, cholestérol, etc. oui, Et bon, est-ce qu'on a vraiment constaté une différence ok, depuis ces abaissements de taux, en fait, sur les… ok. Alors, les taux, alors par rapport à la tension, par rapport au diabète, donc en fait, j'ai essayé de l'évoquer, le fait d'avoir baissé le niveau de glucose sanguin et de déterminer, on n'a pas inventé de nouvelles maladies, on s'est rendu compte que le sujet prédiabétique, c'était réversible, et que la particularité du diabète comme de l'hypertension, bah, c'était des maladies silencieuses qui s'installaient à bas bruit sur le long terme, mais une fois qu'elles étaient là, eh bien, il y avait des altérations de la santé très importantes. Ce qu'il faut voir par rapport au glucose, je parlais de la tension après, c'est que le niveau de risque de devenir diabétique, le niveau de risque de devenir hypertendu, d'avoir des, des- des atteintes cardiovasculaires, entre je suis sain, donc j'ai une glycémie de 1,06 g par litre de sang, et j'ai une glycémie à 1,2 g par litre de sang, en faisant ça, le risque, il a fait x10 de développer des risques de maladies cardiovasculaires. Donc c'est une gestion de ce risque qui a fait baisser les seuils des autorités. En ce qui concerne la pression artérielle, ça n'a pas bougé. Ça fait 20 ans que le niveau de pression artérielle est de 140-90 mm de mercure pour être déclaré hypertendu. En revanche, ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils parlent et qu'ils évoquent d'évoquer le seuil à 130-85 mm de mercure, exactement pour la même raison. C'est que si j'ai une pression artérielle en dessous de 130,
j'ai très peu de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Si j'ai une pression artérielle à 140 et 90, bah, le risque entre le normal et lui, il a fait x50, mais entre une tension à 120 et une tension à 130, le risque, il a fait x10. Donc, c'est une gestion de ce risque qui a fait ça. En ce qui concerne le niveau de cholestérol, alors, ce que je vais vous dire, c'est ce que dit la biblio, c'est ce que font les médecins aujourd'hui quand des gens ont fait des infarctus. Okay, la biblio dit qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais cholestérol, que le cholestérol circulant, c'est un marqueur d'inflammation. Donc, la biblio dit qu'en prévention primaire, ça ne sert à rien. Qu'en prévention secondaire, notamment des gens qui ont fait des infarctus, des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, il faut donner une statine, quel que soit le niveau de cholestérol circulant, parce qu'on ne connaît pas encore le mécanisme, mais un patient cardiaque qui a fait un infarctus, je ne donne pas de statine. Un patient cardiaque, je donne une statine. Celui qui a une statine vivra 10 ans de plus. Donc, ce mécanisme-là, on ne sait pas pourquoi, d'accord ? Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en prévention primaire, on s'en fiche. En prévention secondaire, il faut en donner quel que soit le taux. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui vous connaissez quelqu'un à qui on en donne, dites pas d'arrêter. Ça veut dire que soit il ne vous a pas tout dit, soit le médecin, il a d'autres raisons de prescrire des statines que pour baisser ce niveau de cholestérol. Il y a d'autres indications que ça. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur un site, un moteur de recherche bibliographique. C'est là où je vais. Hein. Il y en a plusieurs, hein, mais sur PubMed. Alors, malheureusement, il faut forcément être anglophone. Et vous faites ça, vous verrez ce qui ressort là. Vous voyez l'évolution de la bibliographie, de ce que disait la bibliographie dans les années 80, ce qu'elle dit aujourd'hui. C'est pas forcément aussi clair que ça, ou de la communication qu'on est faite par ce qu'on peut entendre dans les différents médias ou à la télé. Donc, en ce qui concerne les risques, le niveau des seuils, ils ont été abaissés. On a inventé une maladie, oui, parce que entre le diabète, je suis sain, je suis prédiabétique, le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou du diabète, il a fait x10. Sur l'hypertension artérielle, ça n'a pas changé, c'est encore une discussion à avoir aujourd'hui. La particularité de ces deux maladies, et je conclurai là-dessus, c'est que ce sont des maladies silencieuses qui, si elles ne sont pas diagnostiquées de manière précoce, finissent directement, et là je vais faire un lien avec la sédentarité, par élever la mortalité sur le long terme, parce que c'est des maladies à bas bruit, et on découvre souvent qu'on est hypertendu lors du premier infarctus. Statistiquement, le premier infarctus chez l'homme en France, c'est 45 ans. Voilà. Ça fait potentiellement aussi, je fais un infarctus à 45 ans, ça fait peut-être 15 ans que je suis hypertendu. Et j'ai jamais été diagnostiqué parce que je n'ai mal nulle part. Donc, c'est des maladies à bas bruit qui font à nulle part, qui, au bout de 15 ans, créent des dégâts sur l'organisme irréversibles. On termine sur c'est un peu triste. Ouais, c'est dramatique. Je suis désolé. Ouais, très bien, Pierre. Merci pour cet échange, JB. Merci à tous pour votre participation, pour ce petit webinaire. Comme je le disais en introduction, rendez-vous pour septembre avec la prévention des chutes chez le senior. Rendez-vous en octobre avec le caisson abdominal. Et puis rendez-vous certainement, peut-être, on pourrait se croiser sur un CS AMAP avec grand plaisir. Donc, on vous souhaite un bel été, une bonne reprise. Et puis, on vous dit à bientôt.